Bonsoir, il est 19h, vous êtes sur la première, l'heure des informations en Polynésie. Voici les titres de cette soirée de mercredi. Garder ses défunts auprès de soi, la tradition se perd peu à peu à Tahiti, mais dans certaines îles, la coutume est toujours là. Une singularité polynésienne qui, à quelques jours de Toussaint, nous rappelle l'importance de la transmission culturelle. Nous avons vu quelques familles qui ont pu maintenir cet héritage d'âge en âge. À Papara, on coupe en coupe toute une nuée de personnes qui coupent les fleurs pour un panaché sans fin de couleurs. Et avec l'arrivée des fêtes de Toussaint, comme d'habitude, la demande est forte. Les agriculteurs s'emploient à y répondre. Les fleurs naturelles sont un bel hommage rendu à nos défunts. Une piste dans la montagne est un point stratégique pour la production de la lumière à Tahiti. Autour du lac de Vairia, un va-et-vient incessant de camions, le chemin est renforcé, le coût 35 millions de francs. Nous serons in situ pour vous montrer ce travail de titan. Chloé a 16 ans et déjà son prénom se fait une place à l'international. Elle est devenue ce week-end vice-championne du monde junior en pole dance. En 4 ans, la jeune adolescente a fait un joli chemin. Cette passion sportive partagée par la famille est une motivation vitaminée pour aller encore plus loin. C'est une tradition qui demeure, même si à Tahiti, elle tend à disparaître. Nous parlons de l'inhumation des parents ou des proches dans un terrain de la propriété familiale. Dans certaines îles, les familles y sont attachées, une manière presque physique de continuer la vie avec les anciens qui ont laissé un héritage culturel. Les ascendants ne veulent pas y renoncer. Reportage Ignacio Ravino, Patita Savea, et puis depuis Bora Bora, Rosana Mayota. C'est parti. Il n'y a pas de terme légal pour qualifier ce regroupement de tombes, car le principe de cimetière privé n'existe tout simplement pas. Sauf que le Polynésien étant attaché à sa terre, il était de bon ton qu'il repose sur sa propriété. De plus, certaines familles avouent que c'est beaucoup plus pratique. C'est une terre qui a été offerte par nos Tupuna, les Tupuna Hewea. Ils nous ont offert afin que nous puissions bien être sur notre terre. Voilà. Du coup, tu te dis, ils se doivent d'être sur leur terre? Oui, les mieux. Comme ça, on ne payera pas. Aujourd'hui, on paye, tout est payant. Dans cette extension du cimetière communal d'Orufara, il y a des mesures standards et un cahier des charges à respecter pour la réalisation d'un caveau. Il y a aussi un entretien régulier des environs effectué par les agents communaux. C'est pour cela qu'une contribution est demandée aux familles endeuillées. Dans un cimetière communal, il y a les inhumations, les exhumations et les concessions qu'ils ont droit. C'est-à-dire plus concrètement? Oui, l'avantage ici, c'est que tu as une concession, c'est toi qui décides vraiment qui peut être inhumé à l'intérieur ou pas. À Bora Bora, par manque d'assises foncières, il n'y a pas de cimetière communal. Par contre, chaque famille bénéficie de la logistique de la commune pour enterrer leurs défunts sur leur propriété, quitte à ce que ceux-ci se retrouvent dans la maison familiale, comme ici, avec la famille Tapi. Peut-être pour certaines personnes, ça va les choquer, mais nous, ça a été comme quelque chose de normal. Parce que la perte de personnes chères, au début, c'est très douloureux, mais le fait de les avoir auprès de nous, au fil du temps, ça apaise. D'ailleurs, selon l'article 43 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communes sont compétentes en matière de cimetière, que ce soit en termes de création, d'implantation, de législation, mais aussi l'inhumation sur terrain privé. Et l'amour reste toujours plus fort que la mort. C'est un moment intense pour l'univers horticole, les fêtes de la Toussaint. On le sait ici, en Polynésie, on l'a vu, le culte et l'hommage rendus aux disparus ont une intensité particulière et les fleurs, avec les familles autour des sépultures, témoignent de liens fidèles. À Papara, les coupes vont bon train, les fleurs naturelles attendent leurs acheteurs. Delphine et ses enfants ont donc de longues journées devant elles. Reportage Ambroise Colombani. Depuis des décennies, la famille Tori est spécialisée dans l'activité horticole. Ainsi, sur le terrain familial situé en face de son habitation à Papara, Delphine et ses enfants plantent diverses espèces afin de satisfaire les besoins de la population en bouquets de fleurs et en plantes en pot. Ceux qui sont comme ça, on peut laisser, dans 2 jours, ils vont fleurir encore. Voilà. Comme ça, tu peux laisser, hein? Okay. Ils vont fleurir. Je travaille avec ma sœur et mes enfants. Heureusement, les vacances, elles sont avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ta mamie, de ta famille? Que ma mamie, elle est forte, elle est courageuse.
et que nous, on l'aide. Je viens de commencer. On est en train d'arracher les fleurs pour faire les bouquets. Cette année, à l'occasion des célébrations de la Toussaint, c'est Coco, le fils de Céline, qui s'est chargé, avec la complicité de son conjoint et de leurs proches, de préparer les plantes qui orneront certainement les cimetières de Tahiti. Je nomme comme ça avec les chrysanthèmes en pot déjà plantés et on les met dans des plastiques comme ça. Prêt à la vente alors? Voilà, prêt à la vente. J'ai commencé depuis mon jeune âge, c'est-à-dire avec ma maman, ma famille. C'est un beau métier, je trouve. Malgré qu'il y a beaucoup de travail à faire, je dis pas que c'est facile, c'est très difficile, mais quand tu aimes ton travail, voilà quoi. Une affaire familiale reprise de mère en fille, une relève qui ravit sa mère Delphine, mais avec une superficie de 5000 m² de surface utilisée, aujourd'hui, la famille ne cache pas sa volonté de vouloir s'étendre face à la demande grandissante. Raison pour laquelle elle n'hésite pas à s'orienter vers des terres domaniales. Okay. Encore notre 5000 m² au moins, ce qu'on va nous donner, on va se contenter avec. En espérant que l'appel soit entendu, ce qui est certain, les fleurs de coco, elles, seront bien présentes sur les points de vente pour la Toussaint. Et dans ce journal chapitre Justice, information des confrères de Tahiti Info, le père Serge Tefaou sera jugé par le tribunal de Papeete, décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel. Les délits reprochés et présumés concernent des affaires de mœurs. L'avocat du prélat plaidera la relaxe, d'autant que l'instruction, après 2 ans d'enquête, avait décidé une ordonnance de non-lieu. Ce matin, des collectifs de soutien au docteur Théron tenaient une conférence de presse. Ils seront devant le tribunal ce vendredi pour soutenir le médecin renvoyé devant la justice pour un motif d'outrage aux forces de sécurité et à un auxiliaire de justice. Ces collectifs militants, au-delà de l'appui moral aux professionnels, profiteront aussi de ce rendez-vous pour appeler leur opposition au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale faite à certaines corporations. Nous écoutons le frère Maxime Chan, il est au micro de Patita Savea. C'est toujours les mêmes revendications que nous répétons et qui ne semblent pas, disons, être acceptées par les autorités, à savoir pour la suppression de l'obligation vaccinale et la suppression du pass sanitaire. Et donc ce soutien au docteur Théron qui manifestement a été violenté dans son action envers les malades parce que justement il n'était pas dans les normes du tout vaccin. La Covid et les chiffres de la journée qui nous viennent de la part du ministère de la Santé de Polynésie avec un nouveau décès donc dû à la Covid. Cela fait 636 victimes depuis le début de la pandémie. 23 personnes encore à l'hôpital, 7 patients sont dans les services d'urgence. Les contaminations, vous le voyez, continuent à baisser, mais gardons la logique des gestes barrières pour nous préserver de ce virus. Des actions qui font du bien, une manière de se dire merci à coups de sourire et de fraternité, mais pas seulement. À Bora Bora, les croyants de l'église adventiste ont offert des fruits. Le public concerné, les pompiers, les infirmières et aussi les médecins éreintés par la force de la seconde vague due à la Covid-19. Les louanges et les encouragements ont conclu ce moment de communion et d'émotion. Rosanna Mayotta a vu donc des gens heureux. Nous les écoutons. On reprend une activité plus régulière, bien sûr toujours en étant vigilant, en faisant les prélèvements Covid, en maintenant la vaccination. Et ça nous permet enfin de reprendre des activités de prévention, les visites scolaires, des activités de soins au quotidien. Et ça c'est agréable de ne plus avoir de faire de choix. Sans eux, je crois que la population n'aurait pas pu surmonter cette épidémie. On a voulu amener ça pendant le Covid-19, comme c'était interdit de se déplacer. On a pensé amener tout ça aujourd'hui. Comme vous voyez, on n'a pas tout découpé pour qu'ils puissent, durant la semaine, bien profiter de ces fruits. Le chiffre du soir dans ce journal est des chiffres qui disent vraiment l'importance des travaux. Vous allez le voir à l'écran, 35 millions de francs pacifiques. Et cela commence à se voir sur la route traversière entre Mataya et Papeno. Des dizaines de camions, depuis déjà plus d'un mois, sont sur la piste normale. Leur mission, la sécurisation de ce chemin, qui est utile parce qu'il permet l'entretien du lac Vairia, un lieu de production d'électricité très important ici à Tahiti. Au plus près de l'exploit technique, nos reporters Juan Puturu et Patrick Tinsing. Le lac Vaihiria dans toute sa splendeur, un chef-d'œuvre naturel qui captive chaque randonneur. Mais depuis peu, la quiétude du lieu fait place au balai des bétonnières
En effet, des travaux de sécurisation axés sur une portion de la route traversière entre Mataia et Papineau ont été engagés, soit 160 mètres au total. C'est une cinquantaine de jours par an. La vallée de la Papineau est inaccessible en raison des intempéries et des crues de la rivière. Donc nous avons besoin d'accéder par cette portion de piste pour pouvoir rejoindre nos centrales et nos barrages qui se situent du côté de Papineau. Donc cette portion de piste, comme vous pouvez le voir, elle est pentue, elle est étroite. Donc du coup, nous avons engagé des travaux de sécurisation de cette piste puisque nous l'évaluions dangereuse et instable, notamment en cas d'intempéries. Et pour respecter les délais impartis des 5 semaines, on met les bouchées d'eau sur le chantier pour finir la dernière phase de la pente, soit 12 mètres cubes de béton à la journée. On a un peu de retard avec les dernières intempéries. Mais bon, on finira les travaux pour le 5 novembre. Si on termine avant, c'est encore mieux. Mais je pense qu'on finira dans les délais. Le 5. Il y a des jours où il pleut, là c'est un peu plus difficile. C'est juste pour transporter le béton. Là c'est un peu difficile. S'il y a des enfants, ça glisse tellement. Mais on essaie de faire le plus de mieux pour arriver jusqu'à où il y a le béton. Sinon c'est à la brouette? Ah, sinon c'est à la brouette. C'est ça, hein? Oui. Encore une semaine de travaux et la piste sera complètement sécurisée. À noter que ce week-end, les prestataires touristiques et la population pourront emprunter à nouveau la route traversière. Et des employés qui ont le sourire. À Faratea, cela bouge aussi. 335 millions d'argent public en investissement. D'ici un an, 8 ateliers relais sortiront de terre, la moitié pour des activités alimentaires, l'autre moitié pour des activités ayant trait à la mécanique. L'idée, dynamiser le tissu économique de la presqu'île. Les autorités étaient présentes aujourd'hui pour la pose de la première pierre. Parmi ces autorités, le ministre des Grands Travaux, René Témé-Haro. Il n'était pas forcément le candidat attendu il y a un an, ce fut presque comme une surprise. Eugène Sommer dirige le Conseil économique et social du pays depuis 12 mois désormais. Sur la table de nombreux travaux, 38 avions ont été demandés à l'Assemblée dans un contexte de crise de Covid qui, comme vous le savez, ne manque pas de caractère aigu. Le regard du président Sommer sur ce début de mandat, il se raconte auprès de notre confrère Hiro Terorotoa. Le gouvernement nous a transmis 33 projets d'avis, donc et une grande partie, plus de la majorité, a été votée favorablement. Et au niveau des avis défavorables, je crois, à mon avis, il y a 3. Il y a des avis, et le reste, ce sont des avis réservés. C'est-à-dire que nous, on souhaiterait que le gouvernement suive la proposition de l'avis remis par le CESEC. Il y a au moins 38 projets de loi. Un sur les comptes insaisissables soumis par un conseiller en la personne de M. Macalio. Je pense que cette autosaisine va passer, je pense, soit à la fin de l'année ou le début janvier 2022. Et des bonnes nouvelles dans notre édition. La goélette Marie-Stella est quasiment nommée Désir. Elle arrive ce soir à Raraka. Et pour cause, à son bord, des tonnes de matériel de construction, parce que les projets publics là-bas sont nombreux. Abris anticycloniques, écoles, mairies et même centrales pour la lumière. Les travaux commencent dès le mois de novembre avec l'embauche de jeunes vivant sur les îles. 4 hectares donnés par le pays permettent la création de ces différents bâtiments. Le Tabana joyeux parle des projets au micro de notre collègue Lorenzo Marama. L'abri, c'est un chantier qui va durer au moins 10 mois. Hein. 10 mois si les aléas des transports ne viennent pas perturber. Hein. Et avec la venue de cette électrification, est-ce que ça va apporter un plus à la population? Est-ce que ça va coûter moins cher à la population? Tout à fait. Tout à fait. Ça va alléger un peu, ça va alléger toutes les dépenses de chaque famille. Nous aurons l'électricité 24 sur 24. Nous sommes à hauteur de 80 millions, le projet d'électrification de Raraka. Donc je remercie le gouvernement de nous avoir soutenus. Et quelques souvenirs d'écoliers. Rien ne se perd, tout se transforme.
Eh bien, c'est Monsieur Lavoisier qui le disait. Sur l'île de Hao, Sam a adopté une formule, et cette formule à sa manière. Le professeur de musique récupère les bouteilles de plastique. Elles deviennent des contenants idéaux pour faire grandir des pousses de soja, du bio et du bon avenir dans les salades, le riz ou encore les légumes. Pour la protéine, c'est du costaud. Et pour l'eau, il n'y a pas de souci. La plantation n'en demande quasiment pas. Bref, du gagnant-gagnant. Sam répond à notre correspondant sur place, Mathieu Allo. Au lieu que je jette à la poubelle ou bien jeter dans la nature, je l'investis pour faire germer ça, ou bien pour faire les poules, pour faire l'agriculture. Voilà. Une deuxième vie. Voilà. Et là, sur le soja, tu comptes faire quoi après avec? Je sais pas, déjà d'abord pour manger et puis peut-être pour vendre, pour rentrer un peu dans l'investissement. Il y a une partie aussi qu'on va essayer de développer au collège avec les élèves. Au moins une fois ou 2 fois par semaine, ils vont manger au moins des légumes. Et ça sera fait par eux. Et ça sera filmé et puis pour qu'ils fassent en plus chez eux, dans leurs îles. Comme les légumes sont très rares et c'est un apport énergétique, surtout en protéines végétales. Une très belle initiative alimentaire et pédagogique. Donc, vice-championne du monde de pole dance en junior, Chloé Wan a 16 ans et elle accumule les titres depuis quelques mois maintenant. Avant de se consacrer à ce sport, la jeune adolescente était une spécialiste de la danse chinoise. Là, avec la pole dance, au-delà de la technique, elle crée également ses chorégraphies. Un plus d'autant que toute la famille concourt à cette belle motivation. Portrait d'une championne de talent et de modestie, signé David Chang et Sandro Lee. Le mariage de la force et de la grâce. C'est ce qu'il a fallu pour impressionner le jury du championnat du monde junior de pole dance. Chloé a débuté la pole à l'âge de 10 ans et cette performance, c'est le fruit d'1 an de travail acharné. C'est moi-même qui l'ai créé, donc c'est vraiment beaucoup d'imagination, de création. Et je suis vraiment fière de ce que j'ai pu envoyer, en tout cas pour les championnats du monde. L'année dernière, j'étais censée participer aussi au championnat du monde, mais ça a été annulé à cause de la situation sanitaire. Du coup, j'avais déjà une base de chorégraphie que j'ai vraiment continué à travailler en janvier cette année. Chloé a imaginé chaque seconde de sa chorégraphie. Pour cela, elle s'est appuyée sur son expérience en compétition, déjà 4 à son actif. Mais danser devant une caméra, c'était pour elle une toute première. C'est aussi un stress parce que tu n'as pas les mêmes réflexes que quand tu es sur scène aussi parce que tu es devant une caméra et c'est stressant parce que tu te dis que tu n'as pas le droit à l'erreur. Pour que la vice-championne puisse atteindre ce niveau, il a fallu faire de la place. Sa salle d'entraînement, c'est son salon. Elle a évolué sous l'œil bienveillant de ses parents. Jean-Philippe, le papa, lui apporte un soutien sans faille. On a notre bar qui est installé dans le salon, donc ça fait partie de notre décor maintenant. Et oui, ça c'est pour le côté pratique. Et bien sûr, on a bien sûr accepté de faire cette installation pour pouvoir justement l'encourager dans sa passion. Chloé recevra sa médaille d'argent dans 2 semaines, première preuve matérielle de son exploit. Bravo Chloé. Nous allons vous rappeler l'information principale de la soirée sur la première avec l'approche de la Toussaint. Les familles continuent à peaufiner l'entretien des sépultures de leurs défunts pour leur hommage, même si les enterrements à domicile sont de plus en plus rares. La tradition demeure toutefois dans certaines îles, comme celle de Bora Bora, le témoignage d'une permanence culturelle évidemment toujours très forte au début du mois de novembre. Les écrans de la première ce soir, on va avoir du magazine Bleu Océan, évidemment, tout sur la mer, sur le lagon, tout ce qui se passe au-dessus des flots. Ensuite, l'agriculture avec sa pousse fénois, on va parler du noni, puis après, on ira à la pêche, au trocas. Donc c'est à suivre sur la première, on va se dépayser avec de belles images, assurément. Coup d'œil sur le travail de la presse écrite. Ce soir, seuls les confrères de la Dépêche nous ont envoyé leur une parenthèse pour les familles endeuillées, évidemment, également la préparation de la Toussaint pour la semaine prochaine. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Demain matin, la radio, c'est le duo Suliane Favenek et Abinera Tema Taota qui vous attend dès 5h sur les ondes pour la matinale de la première. Journal français demain soir à 19h, c'est la tradition comme d'habitude. Merci d'être là tous les jours avec nous et que l'espérance nous accompagne. Bonne soirée et à demain soir. Merci.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.